Est-ce que vous me recevez? D'accord. Ah, je pense que c'est bon maintenant. Alors, je disais en fait tout début que je m'appelle Lionel. Je suis développeur et puis designer graphique et puis je suis UI UX designer aussi. Donc, je travaille à Pandore. Donc, c'est une société spécialisée dans la création de sites web et de tout ce qui est design. Et donc, j'ai à mon actif plus de 7 années d'expérience. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises. Et ce que nous avons remarqué généralement, c'est que bon nombre de gens, ce que nous avons remarqué, c'est que bon nombre de gens font des erreurs, des erreurs courantes en fait lors de la création des sites web, généralement, et surtout avec WordPress aussi. Et donc, nous avons décidé en fait de pouvoir parler de ça aujourd'hui parce que vous allez remarquer que généralement dans les lives que nous faisons, on fait des clones des sites web et tout. Donc, mais qu'est-ce qui se passe avant même de pouvoir créer ces clones de sites web, ces sites web-là? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est que bon nombre de gens ne font pas les maquettes avant de commencer le développement. Et c'est une erreur grave. Je ne dis pas forcément que vous devez être un designer ou bien un UX designer, mais si vous êtes un UX designer, c'est encore mieux. C'est un atout pour vous. Mais si vous n'êtes pas UX designer, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous avez le choix de demander en fait au client de vous fournir la maquette du site qu'il veut, ou deuxième cas, chercher en fait un UX designer qui va vous faire la maquette. Ou troisième cas, chercher en fait, généralement les gens cherchent des templates sur Internet et ils utilisent ce template-là, ils changent les informations et voilà. Alors, moi j'ai un petit problème avec le troisième cas parce que c'est vrai que les clients qui ont un très petit budget, vous pouvez faire des sites web pour eux comme ça, de cette manière-là. Mais les clients qui n'ont pas qui ont un grand budget, ils vont forcément vous demander qu'ils veulent quelque chose sur mesure, une solution sur mesure. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé en fait de partir d'une maquette qui a été préfaite, soit par un designer, soit le client vous a fourni ça, ou soit à travers le cahier de charge, vous avez pu en fait faire quelque chose. Donc, bon nombre de gens pensent que si, bon, ils commencent le développement directement dans WordPress en ouvrant Elementor ou bien genre en ouvrant leur éditeur de site, ils vont pouvoir facilement se retrouver. Mais c'est tellement faux parce que vous allez premièrement voir que vous aurez des problèmes avec quelle session mettre après cette session-là. Que faire en fait? Comment est-ce que la structure du site va être? Et généralement, vous allez finir le site, le client va vous dire que bah, il n'aime pas le design, il n'aime pas tant, il n'aime pas ça sur ça. Donc, ce que moi je recommande, c'est que quoi? Il faut plutôt partir d'une maquette et s'assurer que le client valide la maquette. Si le client ne valide pas la maquette, ce n'est même pas la peine de commencer. Moi, c'est ce que j'ai compris parce que vous allez travailler pendant des jours et le client va dire qu'il n'aime pas le résultat. Mais quand il prend la maquette et qu'il valide, vous savez qu'en fait, vous êtes en train juste de reproduire ce que le client a validé. Et si vous avez aussi des compétences poussées en UX design, vous allez pouvoir, par exemple, animer, en fait, faire le prototypage. Donc, quand le client clique sur le bouton accueil, par exemple, ça l'amène vers la page d'accueil, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, le framework, comme ça, nous faisons, en fait, c'est ce qui se fait généralement en entreprise. Donc, assurez-vous que vous ayez cette maquette-là avant de commencer. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme Figma, Sketch ou bien Adobe XD. Et généralement, chez nous en entreprise, on utilise Figma parce que, premièrement, c'est un outil très, très, très répandu par rapport à Adobe XD. Figma est très répandu, très connu, très utilisé par les géants en fait, de l'UX design dans le monde. Et aussi, ce qui est bien, c'est que le client peut facilement faire des commentaires sur le design.
Il suffit de finir la maquette, lui envoyer un lien et lui-même, il va pouvoir faire des commentaires. Donc, c'est pourquoi dans notre communauté, le groupe qu'on a créé, on a un groupe pour Figma, un groupe pour ceux qui veulent apprendre WordPress. Maintenant, si par exemple, certains veulent apprendre Figma, ils vont juste en fait apprendre ça dans le groupe de Figma et pouvoir adapter ça à ce qu'ils vont faire généralement dans le groupe de WordPress. Donc, voilà, évitez cette erreur-là qu'on fait généralement avant de commencer le développement d'un site web. Assurez-vous que le cahier de charge soit respecté, une maquette bien faite, en respectant la charte graphique et tout ce qui est code couleur du client. Et assurez-vous que le client valide en fait la maquette avant même de pouvoir commencer le développement. Donc, voilà. Nous avons le deuxième cas, c'est qu'après avoir fait la maquette, le client a validé, il y a maintenant en fait une question qui se pose avec le choix du thème. Donc, généralement, on fait l'erreur d'utiliser des thèmes inadaptés, des thèmes qui sont soit trop lourds, des thèmes qui sont soit trop lents, ou bien des thèmes même qui sont soit en fait obsolètes. Quand je parle de thème ici, je ne parle pas de template. Un template, généralement, contient déjà la structure, plusieurs pages, des contenus, tout ce qui va avec. Mais un thème, un site de WordPress, généralement, a besoin d'un thème. Et le choix du thème est très crucial. Vous allez remarquer que dans nos lives, les différents lives qu'on a eu à faire, les différents sites qu'on a eu à créer, on utilisait le thème Astra. On utilise Astra parce que c'est un thème qui est optimisé SEO et non seulement ça, c'est un thème qui est assez facilement flexible en fait et assez customisable. Et c'est light, c'est genre, ça ne ralentit pas le site, c'est un thème assez léger. Donc, moi, personnellement, j'adore Astra et ça me permet aussi de pouvoir en fait facilement personnaliser les différentes parties parce que si vous voulez utiliser Elementor ou bien WP Bakery pour pouvoir en fait gérer comment dire, gérer le layout ou bien la structure du site et créer le site en fait, il va falloir enlever tout ce qui est footer, header, tout ce qui a été généré par les thèmes. Vous devez l'enlever et avoir par défaut une page vierge, une page blanche. Et c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans nos différents cours qu'on fait. Donc, Astra vous permet de pouvoir facilement faire ces manipulations-là. Vous allez pouvoir enlever le header, enlever le footer, dire que, OK, voilà, je veux que la page soit du full width, c'est-à-dire la largeur, que la page occupe en fait la largeur. Donc, vous allez pouvoir faire ces choses-là facilement avec Astra. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Donc, Astra vous permet de pouvoir faire ça. Il y a d'autres thèmes aussi qui sont assez, il y a des thèmes qui sont assez light comme Astra. C'est juste que moi, j'ai eu l'habitude d'utiliser ça et c'est ça que je conseille vivement en fait à beaucoup de gens, même quand on fait des formations, c'est ce qu'on conseille aux gens d'utiliser à cause de la responsivité et puis le référencement SEO. Donc, troisième erreur qu'on fait généralement, c'est la mauvaise gestion des plugins. Alors, il y a sur des sites, vous avez une centaine de plugins. Il y a une centaine de plugins et vous êtes là, vous vous demandez, vous voyez le site, vous vous demandez, vous posez même la question au développeur, ce plugin l'a fait quoi? Il dit que il a installé ça juste pour tester quelque chose. Et donc, on se retrouve avec une panoplie de plugins qui ne sont même pas utilisés. Et ça fait en fait que, premièrement, non seulement le site sera comment dire, très long, mais aussi il y aura un problème de sécurité parce que le site devient vulnérable. On sait que les plugins, bon, pour ceux qui ne savent pas ce qui est plugin, les plugins, ce sont des extensions. D'accord? Donc, je vais donner un exemple en fait assez banal. Quand on prend par exemple, pour ceux qui jouent de la musique, je vais prendre l'exemple de ceux qui jouent de la musique. Si vous prenez par exemple du piano et que vous jouez du piano, un plugin ou bien une extension sera par exemple
quelque chose qui va permettre au piano de faire ce qu'il ne fait pas nativement. Par exemple, les pédales ou bien les haut-parleurs. Donc, ce sont des extensions qui permettent au piano, par exemple, de faire ce qu'il ne fait pas nativement. Donc, WordPress, par exemple, par défaut, ne gère pas tout ce qui est SEO. Donc, une extension va lui permettre de pouvoir gérer facilement ce qui est SEO. Donc, c'est là où on peut avoir les extensions comme Yoast SEO qui va permettre de pouvoir gérer les extensions. Donc, plus vous avez d'extensions sur votre site, vous-même, premièrement, vous vous perdez. Secondo, vous êtes là, la mise à jour des plugins sera un problème. Il y aura même des conflits parfois entre les différents plugins. Et donc, moi, mon conseil, c'est que utilisez juste les plugins dont vous avez réellement besoin. Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que moi, je me fixe un objectif, je me dis, OK, je vais faire un site de WordPress, mais je ne vais installer qu'au maximum 5 plugins. Et généralement, vous allez voir que sur la plupart des plugins, vous n'avez pas besoin de 1000 et une extension. Vous avez juste besoin de maximum, je vais dire 10 plugins. Et 10 même là, c'est beaucoup. Mais vous avez besoin pour le design, vous avez besoin de soit d'Elementor. Et Elementor fait très bien le job. Et c'est ce que nous utilisons tout le temps dans nos lives parce que ça vous permet de pouvoir créer des effets wow. Donc, vous utilisez Elementor pour pouvoir gérer tout ce qui est le design. Vous allez pouvoir, par exemple, utiliser ACF qui permet de pouvoir créer des champs dynamiques, créer vos propres types de contenu, vos propres post types au niveau de WordPress. Vous allez utiliser, par exemple, Yoast SEO pour gérer tout ce qui est SEO, très important. Vous allez utiliser, par exemple, GSiteKit pour pouvoir gérer tout ce qui est Analytics, très important. Et vous allez pouvoir gérer, par exemple, utiliser en fait les plugins comme Real SSL pour gérer tout ce qui est SSL et sécurité. Vous allez pouvoir utiliser, par exemple, le plugin de Joe VPS Login, Hide Login qui vous permet de pouvoir cacher en fait la page de Joe VP Login qu'on a généralement. Donc, quand quelqu'un vient sur votre site, il ne peut pas facilement accéder à la page de connexion. Donc, au maximum, on fait 10 plugins et pensez en fait à des plugins qui sont vraiment populaires. Des plugins qui ont, disons, par exemple, des 1 million de téléchargements dans le mois ou bien dans la semaine. Pensez à ces plugins-là parce que plus c'est téléchargé, plus c'est fiable. Et s'il y a des problèmes, vous allez facilement pouvoir poser des questions sur Internet, on va vous répondre. Mais si vous avez des plugins qui ont 10 téléchargements dans le mois, bah, je ne sais pas ce qui va se passer, mais bah voilà. Donc, je vous conseille d'avoir au maximum les plugins les plus importants. C'est ça que vous devez avoir. Tout ce qui n'est pas important, désinstallez-les. Parce que ça peut être une faille de sécurité, sachant que c'est des codes PHP. Donc, quelqu'un peut écrire un script malveillant dans un plugin et quand vous l'installez, il a accès à toutes vos données. Donc, pensez à ça. Lors de nos cours, prochainement, on va en fait voir les plugins qui sont importants. Généralement, c'est ça que nous installons chaque fois qu'on crée les nouveaux sites. Donc, les plugins qui sont importants. Et je dis bien, si vous avez besoin d'une fonctionnalité de plus, installez juste le plugin qui va pouvoir vous faire ça. Et le plugin qui est fiable, pas les plugins qui ne sont pas fiables. Donc, voilà. Donc, ensuite, nous avons les contenus non optimisés. Donc, ici, je parle de SEO, je parle de référencement. Généralement, nous, en tant que développeurs, bien, voilà, web développeurs, ou bien web designer, comme certains le disent, en fait, nous, on crée les sites, mais généralement, on n'optimise pas comment dire, on n'optimise pas le SEO. C'est vrai qu'il y a des rédacteurs SEO qui font ce job-là. Mais en tant que développeur, vous pouvez déjà connaître les b.a.-ba pour pouvoir permettre facilement, par exemple, à un client de prendre en main son site ou bien vous-même, en tant que propriétaire d'entreprise, je ne sais pas si vous voulez créer votre propre site web, vous devez connaître déjà les b.a.-ba pour pouvoir faire de ça. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en SEO avant de pouvoir faire ça. Donc, SEO signifie Search Engine Optimization. Et ça veut dire que
vous devez optimiser tous les textes qui sont sur vos sites pour pouvoir être assez visibles sur les premières pages de Google. Donc, des petites astuces, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, ce que moi je dis généralement, qui est très facile pour un designer, bien un développeur, quand vous créez le site, utilisez dans le header, dans la section Hero, donc la première section qu'on voit généralement sur le site, utilisez les H1 là-bas. Et donc après, tous les titres qui vont suivre dans les différentes sessions ne doivent être que des H2. Les sessions qui vont suivre seront des H2. Maintenant, si on est dans une session, par exemple, une session nos services, si on est dans une session de nos services, s'il doit avoir en fait une liste de services qui doit venir après le titre nos services, ces petits titres-là doivent être des H3. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, un H1, après, on a les H2 dans chaque session. Et donc, s'il y a un autre titre qui doit suivre les H2, ça doit être des H3, ainsi de suite. Donc, si dans les H3, il y a encore d'autres petits titres qui vont suivre, ça doit être des H4. Donc, déjà, quand vous faites ça, Google devient votre ami. Parce qu'il comprend, quand il vient sur votre site, il comprend la structure du site. Comment est-ce que le site est fait? Il peut facilement faire, en fait, un sitemap, une map, en fait, du site. Donc, il va pouvoir comprendre comment est-ce que la structure, les éléments, selon en fait l'importance des éléments sur la page. Deuxième chose, c'est utiliser Yoast SEO. C'est le plugin le plus utilisé au monde en termes de SEO. Ce n'est pas seulement pour WordPress. Il y a les Joomla, il y a les Drupal qui utilisent ça. Donc, nous, on utilise Drupal, on utilise Yoast SEO dans Drupal pour pouvoir gérer tout ce qui est SEO là-bas. Donc, dans Yoast SEO, généralement, eux-mêmes, ils vous donnent des astuces, ils vous donnent même des points rouges, des points verts, des points oranges pour vous dire que voilà, le contenu sur la page est bon, tant pour moi. Et donc, vous allez pouvoir suivre les petites astuces qu'ils vous donnent sur les pages pour pouvoir optimiser en fait le SEO. Donc, si vous écrivez des articles, par exemple, sur votre page ou bien votre site, essayez d'utiliser, donc ça c'est les recommandations de Yoast SEO, essayez d'utiliser des mots-clés qui font trait en fait à ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle pas les mots-clés pertinents. Utilisez les mots-clés qui font trait à ce que vous faites et même allez jusqu'à citer le nom de votre entreprise dans vos articles. Faites-le en fait sciemment. Faites-le sciemment. Ça permet en fait de pouvoir savoir que Google saura que là, ce gars-là, bien, cette personne-là parle, ce site-là parle de ce truc-là chaque fois. Donc, si les gens viennent sur Google et qu'ils tapent ce mot-clé-là, on va proposer votre site parce que c'est pertinent. Donc, c'est ça. Il faut utiliser, par exemple, aussi donc, il faut utiliser, par exemple, en fait, des liens vers d'autres sites web qui sont connus. C'est ce qu'on appelle les backlinks. Donc, utilisez des liens sur votre site, vos articles et tout. Utilisez des liens vers d'autres sites qui sont connus. Vous allez voir sur des sites, les gens, sciemment, ils mettent des noms des gens et puis sous le nom, il y a le lien vers Facebook, par exemple, la page Facebook de la personne ou bien le site web de la personne, la page Amazon. Donc, c'est fait en fait sciemment pour pouvoir permettre à Google de savoir que voilà, si ce site-là a un lien avec d'autres sites qui sont très connus, qui ont du trafic, ça veut dire que ce site-là aussi est intéressant. C'est comme ce qu'on appelle sur TikTok, c'est ce qu'on fait de partenariat généralement. Mais ici, c'est pas du partenariat, mais c'est on fait juste amener des gens, lier votre page ou bien vos articles à d'autres sites web qui sont très connus et Google sera votre ami. Donc voilà. Nous avons ensuite la sécurité. Et je pense que c'est le dernier point. Nous avons la sécurité, le SSL. C'est très important. On ignore ça généralement, mais je dirais que c'est très important de le faire. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, des développeurs, ou bien des clients qui viennent, ils vous achètent en fait un nom de domaine. Donc, pour créer un site web, on a besoin d'un nom de domaine. On a besoin d'un serveur ou bien d'un hébergeur. Alors, le nom de domaine, c'est quoi? C'est comme le nom d'une maison. Je vais donner l'exemple
le nom d'une maison, par exemple, maison ABC. Maintenant, donc ça, c'est le nom de domaine, c'est le nom par lequel on reconnaît la maison. Maintenant, le serveur ou bien l'hébergeur, là où en fait, c'est la maison même en soi. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je viens à maison ABC, je vais trouver la maison là. Et donc, votre site web sera dans la maison. Votre site web, c'est comme en fait, on met des marchandises dans une maison. Et donc, il peut avoir plusieurs marchandises. Donc, quels sont les différents types de serveurs que nous avons? Il faut considérer les serveurs généralement comme des unités centrales, mais des géants, des unités centrales géantes qui sont en fait accessibles 24 sur 24 parce que je pourrais en fait utiliser mon ordinateur à la maison comme un serveur. Sauf que quand il y a délestage, quand l'ordinateur s'éteint, en fait, je ne peux plus avoir accès aux données qui sont sur l'ordinateur, même si je le veux. Donc, c'est pourquoi en fait, cette idée de serveur est sortie. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont connectés 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, même si aujourd'hui, je veux créer un petit script qui va, par exemple, envoyer un mail à quelqu'un chaque jour pour moi, je suis obligé, même si je pouvais le faire sur mon ordinateur, je suis obligé de le mettre sur un serveur parce que je veux que ça soit 24 sur 24, ça soit connecté. Donc, c'est le but des serveurs. Donc, on a des serveurs mutualisés, c'est-à-dire des serveurs que beaucoup de gens partagent. C'est comme les maisons de location. D'accord? C'est comme des maisons où il y a plusieurs, il y a plusieurs chambres. J'ai même vu une maison à part, il y a une vingtaine de chambres. Donc, c'est comme des maisons où il y a plusieurs chambres. Donc, plus il y a de chambres dans la maison, plus en fait il y a des problèmes. Parce que quand vous achetez, vous faites, c'est généralement ce que les clients font. Quand ils viennent chez vous, ils vous disent que bah, j'ai acheté le nom de domaine et j'ai fait l'hébergement aussi. Je l'ai fait chez LWS, par exemple. Ce qu'il veut vous dire, c'est que il a loué une maison chez LWS et c'est une maison déjà meublée. C'est que ça veut dire qu'il y a déjà un système d'exploitation sur le serveur, bien l'unité centrale qu'il a loué. Il y a déjà, généralement, c'est Linux qu'il y a sur ça. Et donc, vous, votre travail, il y a même déjà forcément WordPress qui est installé sur ça. Donc, vous, votre travail, c'est juste en fait d'installer les plugins, commencer le développement et tout. C'est bien pour un petit site, c'est bien pour la plupart des sites, mais à un moment, quand le site commence par avoir de trafic, le site ralentit. Il y a des problèmes de lenteur. Il y a parfois le site, en fait, on appelle quelque chose go down. Le site, en fait, est indisponible. Vous accédez au site, on vous dit que serveur inaccessible et tout. Donc, c'est le problème des serveurs mutualisés. Donc, à part les serveurs mutualisés, on a maintenant les VPS. Les VPS, c'est Virtual Private Server. Et généralement, les VPS, on a, qu'est-ce que le VPS, en fait, c'est serveur privé virtuel. Donc, c'est comme une unité centrale, même maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas une unité, c'est comme les appartements. On les appelle coûts uniques dans le jargon en fait de la location. Donc, c'est une maison propre à vous. On vous loue toute la maison et il n'y a pas de meubles, il n'y a rien dedans. Vous-même, vous devez installer tout. Donc, vous êtes patron de votre propre maison que vous avez louée. Donc là, vous allez devoir vous-même, par exemple, installer Linux sur ça. C'est vrai que bon nombre de services vous donnent la possibilité de l'installer facilement. Vous allez pouvoir installer Linux sur ça. Vous allez devoir en fait installer un gestionnaire de site comme cPanel ou bien AAPanel. Vous allez pouvoir installer, comment dire, vous allez pouvoir installer du coup après WordPress sur ça si vous voulez. Et c'est ensuite que vous devez gérer tout ce qui est sécurité. Quand je parle de sécurité, vous devez par exemple, généralement les serveurs sont accessibles via le port 22 par exemple. Donc vous devez changer en fait le port là à un autre port. Sinon les hackers peuvent en fait utiliser votre serveur ou bien votre maison que vous avez louée. Les hackers peuvent utiliser ça comme en fait, comment dire, un lieu de résidence. Ils vont utiliser ça pour héberger leur petit truc, leur petit site malveillant
pour pouvoir en fait faire des opérations qui sont malveillantes. Et si vous ne savez pas faire, votre adresse IP pourrait être en fait bannie sur Internet juste parce que on va se dire que vous utilisez votre adresse IP pour faire quelque chose qui est illégal, sauf que c'est pas vous. C'est juste peut-être que quelqu'un a utilisé votre maison à votre insu parce que vous n'avez pas mis par exemple des gardes de sécurité devant la maison. Donc c'est très important la sécurité et le SSL. Donc le troisième type de serveur que nous avons, c'est le cloud. D'accord? Donc c'est le cloud, les AWS que vous connaissez, les Google Cloud. Eux, quelle est la différence entre un VPS et un cloud? Le VPS, généralement, c'est une maison ou bien un ordinateur, unité centrale qu'on vous donne, qui est vierge, mais cet ordinateur-là a une mémoire fixe. Par exemple, l'ordinateur, on vous donne un ordinateur de 200 gigas. Cette mémoire-là est fixe et ça ne peut pas augmenter. Et aussi, cette mémoire-là, en fait, n'est pas assez, l'ordinateur-là n'est pas assez rapide. Le cloud, c'est comme, je vais te donner l'exemple de la connexion ADSL qu'on utilisait et la fibre optique qu'on utilise aujourd'hui. Le cloud est plus rapide et très rapide que les VPS. Le cloud aussi est un VPS, mais plus rapide. Et c'est élastique dans le sens où quoi? Si j'installe en fait une application sur le cloud aujourd'hui, je paie en fait en fonction de l'utilisation des ressources que j'ai faites. Donc, plus j'avance, plus les coûts vont augmenter ou bien diminuer par rapport au nombre de trafic que j'ai, par exemple. Mais si j'ai un VPS, je paye, si c'est 50 000, je paye par an, je paye ces 50 000 à chaque année. Mais le cloud, je peux payer par exemple 30 000 cette année, payer 50 000 l'année prochaine. Mais il faut savoir que les clouds, généralement, sont plus chers. On paie généralement à l'heure. Donc voilà, on paie généralement à l'heure. Donc c'est selon la capacité que vous avez choisie et les caractéristiques. On vous facture chaque mois selon l'heure. Bon, l'heure, c'est 24 heures chaque jour. Donc, selon le nombre d'heures que le serveur a fait en ligne, vous payez pour ça. Donc, c'est la différence entre les trois. Donc, un site hébergé en hébergement mutualisé, c'est généralement, tout est géré par l'hébergeur, la sécurité, tout ça. Mais un site hébergé en VPS, vous devez gérer tout ce qui est sécurité. Donc, c'est très facile aussi là-bas de pouvoir installer, par exemple, le SSL avec les outils gratuits comme Let's Encrypt. Donc, on verra tout ça dans nos futures formations, les futurs cours qu'on aura fait, mais c'est très facile en fait d'installer les SSL sur vos VPS. Mais généralement, chez les hébergeurs mutualisés, soit, étant donné que l'ordinateur, c'est un seul ordinateur avec beaucoup de sites sur ça, soit vous demandez à l'hébergeur, c'est lui qui vous installe le SSL, ou soit l'hébergeur a un cPanel et vous donne la main de pouvoir facilement installer le SSL. Ou soit, le client même, quand il achète les choses, il achète aussi le SSL en même temps. Il y a les certificats gratuits et les certificats payants. Le payant, vous payez par an, je pense que c'est 20 000 ou bien 25 000 par an. Et vous avez le SSL, donc le certificat SSL toute l'année. Maintenant, si vous voulez utiliser les versions gratuites comme Let's Encrypt dont je parle, vous devez vous-même installer ça et chaque 3 mois, ça s'expire. Donc, vous devez renouveler ça chaque 3 mois. C'est vrai qu'il y a des scripts pour pouvoir automatiser le renouvellement, mais généralement, si vous voulez utiliser les choses gratuitement, ça, ce sont les problèmes auxquels vous devez faire face. Donc, voilà. Donc, très important, la sécurité du site. Et donc, vous ne devez pas blaguer avec ça, ni blaguer avec les données des utilisateurs. Parce que si vous vous faites hacker, c'est un grand problème. Donc, assurez-vous aussi, après avoir, si vous avez des formulaires sur le site web, assurez-vous en fait que d'installer les CAPTCHA de Google là, CAPTCHA, les CAPTCHA, pour pouvoir en fait protéger le site contre les robots. Il y a des robots qui sillonnent les sites, qui envoient en fait des informations, des attaques en fait via les formulaires.
Ils peuvent envoyer même des attaques, on appelle quelque chose les attaques SQL. Donc, ils peuvent envoyer en fait des attaques en fait SQL pour pouvoir avoir accès, par exemple, au mot de passe du site, pour pouvoir se connecter au dashboard et faire ce qu'ils veulent, ou bien même supprimer les données. Donc voilà, vous devez être très, très, très rigoureux sur la sécurité du site. Et troisième chose, généralement, on a l'habitude, quand on crée un nouveau site, on met le nom d'utilisateur admin et le mot de passe. On met, voilà, un mot de passe assez simple ou bien pas simple, mais on met un mot de passe quand même. Donc, vous devez éviter d'utiliser les noms d'utilisateurs comme admin. Mettez plutôt des noms d'utilisateurs qui sont un peu plus complexes. Mettez des noms d'utilisateurs qui sont un peu plus complexes. Cela va vous aider de pouvoir, cela va vous aider à avoir, comment dire, encore une couche, une nouvelle couche de sécurité sur le site. Donc, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais dit au début qu'aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup. On va juste faire 45 minutes maximum. Donc, si vous avez des questions, je suis, comment dire, je suis là. Vous pouvez poser des questions soit dans les commentaires ou bien nous allons pouvoir envoyer aussi le groupe, le lien du groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Et donc, dans ce groupe-là, chaque jeudi, on fait des lives comme ça. Généralement, si vous voyez les lives qu'on a eu à faire, on a fait le clown du site de Toastmasters, le clown de certains sites, le site de Apple. Donc, on a fait certains clowns le clown de certains sites. Donc, vous pouvez aller le revoir. Donc, dans les lives qui vont suivre prochainement, le jeudi prochain, on va encore recommencer les clowns des sites qu'on a l'habitude de faire. Sauf que cette fois-ci, on va utiliser d'autres méthodes pour pouvoir vous montrer réellement comment ça se fait en entreprise parce que c'est pas la peine d'apprendre quelque chose sans savoir les bonnes pratiques. On va vous apprendre les bonnes pratiques, comment est-ce que ça se fait en entreprise, comment est-ce que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, on va voir ça en long et à large au fil du temps qu'on avance. Donc, si vous êtes aujourd'hui novice, si je peux dire comme ça, vous êtes en train de, vous commencez déjà le développement, que ce soit en fait, peu importe le framework et que vous voulez en fait vous améliorer. Donc, abonnez-vous à cette chaîne-là. Suivez en fait les lives qu'on fait généralement, ça va beaucoup vous aider. Rejoignez le groupe. Rejoignez le groupe WhatsApp, vous aurez en fait, vous n'allez pas regretter, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais envoyer le lien dans les commentaires. Alors, merci Sidonie. Merci pour ton retour. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Merci.